Hop. Donc, voilà pour la présentation de ce cycle. Et puis, avant de passer la main à Benjamin Lecointre, quelques mots pour vous dire pourquoi le Centre Ressources a souhaité lancer ce cycle de webinaire. La transition écologique va être une nouvelle thématique de la prochaine contractualisation. Alors, pour l'instant, on ne sait pas exactement quelle est la forme de ces prochains contrats de vie, mais on a quand même décidé, enfin, en cas sur cette thématique, ça a été répété dans plusieurs discours. L'ANCT parle beaucoup de transition écologique au niveau national. Donc voilà, cette thématique fera l'objet d'une plus grande attention dans les prochains contrats de ville. Parallèlement, le Centre Ressources a aussi pris en main cette thématique sur la question des quartiers prioritaires depuis cette année, donc très récemment. Et la meilleure façon de procéder, à nos yeux, ça a été de prendre rendez-vous et d'échanger avec plusieurs acteurs locaux sur comment eux prenaient en compte la transition écologique sur les quartiers. Et en fait, finalement, ces entretiens ont été pu, avec surtout un objectif de nous servir en interne et éventuellement de servir à tes fiches d'expérience pour la suite. Mais au fur et à mesure des différents entretiens, il nous est paru intéressant de restituer la synthèse de ce qui a pu être dit, ce qui explique aussi pourquoi ce webinaire cette année. Et puis, un autre enjeu pour nous, c'est de créer des ponts entre les secteurs du développement durable et les secteurs de la politique de la ville. On s'est rendu compte au fur et à mesure des entretiens que voilà, il y avait chacun ses expertises, mais qu'il n'y a pas forcément toujours du dialogue entre les secteurs de ces deux domaines. Et donc, c'était aussi intéressant pour nous de mettre en valeur aussi des secteurs pour les prochains webinaires sur le développement durable à destination des secteurs de la politique de la ville. Et alors, pourquoi on parle de transition écologique dans les quartiers prioritaires? C'est vrai qu'on nous a plusieurs fois répondu que le réchauffement climatique, enfin, le changement climatique ne se préoccupe pas de la géographie prioritaire. Ça ne s'arrête pas, ça ne se mesure pas forcément sur tes petits périmètres. C'est vrai, le dérèglement climatique est un phénomène mondial avec ses impacts environnementaux, de sécheresse, de pollution, de pics de chaleur qui touchent de très grandes échelles. Il y a aussi des impacts sociaux avec une concurrence pour les ressources qui va être plus exacerbée, avec un moindre accès aux ressources, ce qui a posé des questions d'accroissement des inégalités. Donc voilà, le dérèglement climatique a touché tous les territoires, mais les quartiers prioritaires, ils sont quand même été limités en fonction de deux critères. Le revenu médian des habitants, qui est en dessous de la moyenne nationale, donc sur des territoires précaires, avec des populations précaires, et puis la densité de population. Les quartiers font au minimum 1000 habitants. Donc, on est sur des territoires urbains et plutôt denses. Donc, voilà ce qui les rend plus vulnérables à certains impacts du dérèglement climatique. On peut penser aux îlots de chaleur, par exemple, à du foncier qui va être moins disponible aussi pour mener de grands projets d'aménagement et de végétalisation, par exemple. Et puis, la précarité générale des habitants sur ces quartiers limite aussi leur marge d'adaptation individuelle pour s'adapter aux conséquences du changement climatique, par exemple en compliquant ou en empêchant la tenue de travaux d'isolation, de modernisation des modes de chauffage, etc. Et donc, dernier petit point, avant de passer la parole à Monsieur Lecointre, l'intérêt pour nous aussi de travailler la transition écologique sous le prisme de la politique de la ville, c'est aussi de reposer de manière générale la question du cumul des inégalités dans les territoires. La transition écologique et les enjeux environnementaux et les enjeux sociaux sont intrinsèquement liés. De plus en plus, vos travaux le démontrent. Et d'ailleurs, vous avez sur votre droite un petit graphique qui illustre une théorie qui a le mérite d'être facilement mémorisable. C'est la théorie du donut, qui a été mise au point par Kate, j'ai son nom qui est bloqué, Kate Raworth, qui est une économiste britannique, et qui après 11 années de recherche,
estime qu'une société durable, c'est une société sûre et juste, et qu'elle se situe un peu entre, enfin, c'est un taux neutre finalement, entre un plancher social où, où une société doit répondre à tes besoins élémentaux, d'accès à la santé, au logement, au travail, à l'éducation, et puis de plafond environnemental avec des limites physiques qu'une société ne peut pas dépasser sous risque de sérieusement compromettre sa durabilité. Donc, ces limites physiques, ça va être la qualité de l'air, de l'eau et les risques de pollution, l'érosion de la biodiversité, l'appauvrissement des sols, etc. Donc voilà, c'était un petit mot pour rappeler à quel point la transition écologique, c'est de l'environnement, mais c'est aussi des enjeux de justice sociale. Et c'est tout l'intérêt de travailler, d'intégrer davantage ces questions de transition dans la politique de la ville. Est-ce que jusqu'ici, il y a des questions avant que je passe la main à Benjamin Lecointe? A priori, non. Est-ce qu'on pourra disposer du diaporama? Oui, il vous sera envoyé. Stéphanie Maquin. Très bien. Et bien, dans ce cas, après ces petits propos introductifs, je vais laisser la parole à Benjamin Lecointe. Donc, Gérald le partage. Il a son propre diaporama. Merci Gauthier, bonjour à toutes et à tous. Vous m'entendez bien? C'est bon? Alors je vais faire le partage de ma présentation. Voilà. Normalement c'est bon, je pense que vous devez avoir accès, il y a peut-être un petit temps, le temps que ça s'affiche. Donc effectivement, la commande qui m'a été faite, c'était de pouvoir vous faire une présentation des résultats des travaux du GIEC normand et puis, de questionner un petit peu quels sont les enjeux qui pourraient s'appliquer en matière de changement du climat en lien avec les quartiers prioritaires? Alors, Gauthier, tu l'as déjà un petit peu dit, hein, mais, lors de la préparation, en fait, on s'est posé un certain nombre de questions et l'idée surtout, c'est que je puisse vous présenter les grands enjeux et puis qu'ensuite on discute ensemble des différents sujets qui vous semblent essentiels à prendre en compte pour permettre, que les quartiers prioritaires, s'adaptent au mieux, au changement du climat et contribuent aussi à son atténuation. Je vous expliquerai peut-être un petit peu, le détail de ces termes, après. Le GIEC normand, alors j'ai eu déjà l'occasion de présenter les travaux du GIEC normand, aux acteurs de la politique de la ville. Donc j'imagine qu'il y en a certains, présents ici qui ont peut-être déjà, entendu cette présentation. Là, j'ai pour mission de la faire, en version un peu accélérée, un peu plus courte. N'hésitez pas, donc si vous avez des questions, alors faut peut-être mieux les prendre après, hein. Normalement, je vais vous faire une présentation qui va durer à peu près, 1/2 heure. Déjà le GIEC normand, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un groupe d'experts et de chercheurs en normand, donc principalement issus des universités du Havre, de Caen et de Rouen. Mais aussi quelques experts, thématiques, notamment sur le volet de la biodiversité ou le conservatoire du littoral, voilà, qui ont pu intervenir aussi en tant qu'experts, pour faire l'état du changement du climat à l'heure actuelle en Normandie et surtout avoir une vision, prospective, à l'horizon 2100, de ce que serait le changement du climat en fonction, des scénarios du GIEC international, du scénario optimiste, qui serait, celui, dans lequel, on engagerait très, très vite des actions, à l'échelle mondiale, d'ampleur pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Donc agir pour l'atténuation du changement du climat et le scénario pessimiste, qui serait celui dans lequel, on n'agirait pas ou peu sur la question et donc les émissions de gaz à effet de serre continueraient à augmenter ou en tout cas à ne pas diminuer, année après année. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le scénario pessimiste. Et malheureusement, vous en doutiez peut-être, mais je vous apprendrai peut-être pas que, pour le moment, on est sur la courbe du scénario pessimiste parce que les mesures qui ont été prises pour atténuer le changement du climat ne sont actuellement, pas suffisamment ambitieuses à l'échelle de la planète, et donc même à l'échelle de la France. Donc pour, diminuer nos émissions de gaz à effet de serre, suffisamment pour réduire, l'impact du changement du climat. Voilà. Donc je vais commencer par les températures.
et donc l'état actuel du changement du climat. Donc là, vous avez une vision, un graphique qui vous montre l'évolution des températures depuis les années 50 jusqu'en 2020. Et alors, on constate effectivement qu'une année ne fait pas l'autre, d'où la différence entre météorologie et climat. Donc, c'est-à-dire que la météo d'une année ne fait pas l'autre. Il peut y avoir des années plus ou moins chaudes ou froides. Mais par contre, quand on regarde des moyennes, on se rend compte que les moyennes de la trentaine d'années entre les années 50, 80 et 80, 2010, les températures moyennes, donc là on a cas ici à Caen, augmentent de 0,8 degrés et que donc elles étaient de 10,4 et maintenant elles sont de 11,2 degrés en moyenne sur l'année. Et ces 10 dernières années, entre 2010 et 2020, elles ont augmenté encore de 0,5 degrés et elles se situent actuellement donc de l'ordre de 11 degrés 7 donc à Caen. Et c'est le cas partout en Normandie, hein. Là, c'est l'exemple de Caen, mais alors, voilà, tac. Faut juste que je me règle sur voilà, sur le passage des diapos, c'est bon. Pareil, donc les chercheurs du GIEC, très vite, hein, je vous montre, là, ils montrent dans ces 2 cartes que, enfin, dans ces deux graphiques que les températures augmentent, quelles que soient les saisons. Donc là, on a le cas de l'hiver et l'été. Les températures moyennes augmentent. Voilà, comme vous voyez, les barres de température moyenne ont tendance à monter année après année. Dernières années, on est à peu près sur de même ordre de précipitation que dans les années 50-80. Voilà. Donc là, c'est une moyenne globale en Normandie. On est plus ou moins à 720 mm par an en Normandie. Ensuite, les perspectives à l'horizon de 2100. Et c'est là que vous allez comprendre pourquoi on a pris le palier 2100 et pourquoi donc les chercheurs du GIEC international ont pris aussi ce palier-là. Donc là, vous avez ce que je vous ai présenté jusqu'à présent. Donc ça, c'est un peu le graphique qu'on voit gris sur la gauche du graphique, voilà, la courbe grise. Et ensuite, vous avez l'évolution de la courbe et des températures moyennes. Dans le cas du scénario optimiste, d'une part, donc ça, c'est la courbe verte. Et dans le cas du scénario pessimiste, d'autre part, ça, c'est la courbe rouge. Et on voit que quoi que l'on fasse pour diminuer de manière drastique, voire capter les gaz à effet de serre dans le monde, jusque dans les années 2050, les courbes sont pratiquement équivalentes. Donc on pourrait croire, si on n'allait que jusqu'à cet horizon-là, que ça ne sert à rien de faire quelque chose puisque les évolutions de température, là, c'est juste un graphique qui nous montre que il y a une latence très très forte en fait entre le moment où on mène des actions de réduction de gaz à effet de serre et les effets que l'on peut constater. Donc c'est qu'après 2050 que là on constate que les courbes se décorrèlent et avec une augmentation très forte des températures dans le cas du scénario pessimiste, avec une moyenne qui peut aller à l'horizon de 2100 à plus de 14 degrés, alors qu'elle stagnerait par rapport aux années 50, enfin 2050, dans le cadre du scénario optimiste. Et l'impact de l'élévation des températures est d'autant plus maîtrisable que les températures augmentent de manière faible ou assez faible. Alors que si on laisse les températures monter, les impacts seront d'autant plus importants et difficiles à maîtriser. Et donc, on aura de plus en plus de mal à trouver des solutions permettant de s'adapter à ces fortes augmentations de température. Donc là, vous avez la liste de toutes les conséquences, que ce soit sur les ressources en eau, sur les rendements agricoles, sur le littoral, sur la santé, la biodiversité, et donc de manière globale sur la fragilisation des systèmes économiques. Je vous détaille ça après. Pour aller un petit peu dans le détail, en Normandie, ça peut vous intéresser en fonction du secteur dans lequel vous vous trouvez. Vous avez sur la carte de gauche donc les températures moyennes en Normandie. Donc on constate les points bleu foncé correspondent donc à des températures moyennes plus fraîches et plus on va dans les bleus clairs, plus les températures moyennes, on va dire, sont douces. Et ensuite, vous avez les évolutions de ces températures. Dans le cas du scénario optimiste, carte du haut. Donc là, on constate des augmentations de température
qui est aussi entre plus 0 degré à 2 degrés à l'horizon 2100. Et dans le cas du scénario pessimiste en bas, et donc là, c'est là qu'on se rend compte qu'il y a des augmentations de température qui pourraient être très importantes, qui pourraient atteindre en moyenne de 4 à 5 degrés, et en particulier, plus on se dirige vers le sud du territoire et l'est. Donc là, vous avez toutes les franges, enfin, vous avez le Perche, le sud de l'Orne en gros, le sud de l'Eure, qui seraient impactés de manière encore plus forte sur la question des températures. Pareil, alors là, sur la chaleur, donc là, c'est même style de carte, hein, l'actualité sur la gauche et les perspectives sur la droite. On va s'attacher plutôt à la carte en bas à droite, donc dans le cas du scénario pessimiste. Donc le nombre de jours de chaleur, ça correspond au nombre de jours où la température maximale est au moins supérieure ou égale à 25 degrés Celsius. Ce qui est intéressant de voir ici, c'est en particulier là, dans quasiment l'ensemble du département de l'Eure et presque tout le département de l'Orne, on pourrait atteindre entre 75 et 90 jours, c'est-à-dire jusqu'à 3 mois de température journalière supérieure ou égale à 25 degrés. Donc imaginez 3 mois de température comme ça, l'impact que ça peut avoir. Malgré tout ça, une petite carte qui nous rassure légèrement, alors bon, un tout petit peu, hein, et qui montre qu'en France, on est quand même un petit peu épargné par rapport aux augmentations de jours de chaleur. Mais elle est intéressante à voir cette carte, notamment ce que je vous disais enfin, l'Eure et l'Orne. On se rend compte que entre 80 et 90 jours de chaleur par an, ça correspond un peu de ce que vivent actuellement, enfin ce qu'on vit actuellement sur le pourtour méditerranéen en fait. Donc en nombre de jours de chaleur, le climat de l'Eure et de l'Orne correspondrait au climat actuel méditerranéen. Concernant les précipitations, donc jusqu'à présent, je vous avais dit qu'il n'y avait pas forcément d'évolution des précipitations. Dans le cas du scénario optimiste, à l'horizon 2100, on constate que les deux cartes, celle de gauche et celle d'en haut à droite, sont quasiment identiques. Il n'y aurait quasiment pas ou peu d'évolution des précipitations. Donc là, c'est en nombre de jours de pluie. La moyenne, c'est moins 3 jours. Voilà. Par contre, dans le cadre du scénario pessimiste, là, on se rend compte d'une baisse relativement forte du nombre de jours de précipitations qui serait de l'ordre de 20-21 jours, donc 3 semaines, et en particulier là dans l'Eure, l'Orne et la plaine de Caen. Donc sur les écarts de précipitation, donc là on est sur les quantités de précipitation, donc là vous avez à gauche l'actualité. Donc vous voyez qu'il y a des secteurs en Normandie très arrosés, notamment la Manche, la Seine-Maritime, notamment plutôt sur le côté ouest. Et dans le sud-Manche, on atteint un volume de précipitation de l'ordre de 1000 à 1200 mm par an. Et là, contrairement aux températures, on va prendre directement la carte du scénario pessimiste. La baisse des précipitations affecterait en particulier le département de la Manche, qui était le plus épargné par les augmentations de température. Là, par contre, il pourrait être le plus impacté par les baisses de précipitations, qui peuvent aller jusqu'à 16% de moins. Et c'est d'autant plus impactant que le département de la Manche se situe sur le massif armoricain, que sur le massif armoricain, il y a moins de sol que dans le reste du territoire normand, et donc moins de capacité des sols à capter les ressources en eau et à les stocker. Donc il peut y avoir des problématiques de sécheresse et de manque d'eau, alors que ce soit pour l'agriculture, mais aussi pour l'alimentation humaine. Alors ensuite, la saisonnalité des précipitations, ce qui est important de voir ici, c'est que malgré la baisse globale des précipitations de l'ordre de 10% en Normandie, il pourrait y avoir des augmentations de précipitations, notamment en hiver. On voit plus 14%. Et ça va avoir des impacts, notamment lors de précipitations et des précipitations intenses, donc en particulier, sur le fait que ça érode les sols et donc ça érode les sols, donc ça enlève des particules de sol, etc. Mais aussi ça ruisselle et ça peut causer des risques d'inondation. Et donc là, on voit qu'en été et en automne, notamment, la baisse de précipitations
par contre, peut être de l'ordre de jusqu'à 27% en été, donc avec des risques sécheresse. Là, on a les précipitations intenses. Alors là, on voit que autant en hiver qu'en été, alors en été, malgré les baisses globales de précipitations, il y aura une augmentation des précipitations intenses. Alors l'hiver, des précipitations intenses sur des sols nus, ça a un impact sur le ruissellement et donc sur le risque d'inondation. L'été, dans un contexte de précipitations moindres, donc de sol plus sec, etc., pareil, une précipitation intense sur un sol sec, ça peut avoir aussi des impacts sur le risque d'inondation. Si on regarde maintenant les eaux de surface, donc là, on a le cas du bassin de la Seine. Alors, il n'y a pas des études qui ont été faites sur tous les cours d'eau en Normandie, hein, mais donc en gros, sur le bassin de la Seine, on constaterait donc une augmentation de la température moyenne des cours d'eau de 2 degrés et donc un déficit global moyen dans les cours d'eau qui serait de l'ordre de -10 à -30%, donc un tiers de débit d'eau en moins, ce qui peut avoir un impact important. Alors, dû aux baisses des précipitations d'une part, mais aussi au fait que les températures augmentent, donc une évaporation de l'eau qui va être plus forte. Donc, cela va causer comme conséquence un étiage des cours d'eau sévères, donc des cours d'eau qui vont être presque à sec, voire à sec. Et donc, un problème sur l'oxygénation de l'eau, une surconcentration des pollutions aussi dans l'eau, donc il peut y avoir aussi des impacts sur notre alimentation en eau. Et aussi des problèmes sur les activités humaines, notamment d'incompatibilité des rejets des stations d'épuration dans les cours d'eau, du fait des normes et des pollutions de l'eau qui pourraient pas être, du fait que les cours d'eau seraient surconcentrés en polluants et donc de l'incapacité de rejeter les stations d'épuration dans les cours d'eau. Si on regarde maintenant sur les nappes souterraines, donc là, vous avez l'exemple de la nappe de la Craie. Donc, sur la partie gauche, vous avez en gros toute la Haute-Normandie concernée par cette nappe-là. La recharge, il y aura une baisse a priori de recharge de cet aquifère de moins 2700 millions de mètres cubes par an. Donc, je ne peux même pas vous dire ce que ça fait, c'est énorme. Et avec des effets, par contre, au niveau de la quantité d'eau présente dans les nappes, qui peut être quasiment nulle dans certains secteurs, c'est les secteurs qu'on peut voir en bleu, et avoir des effets très importants sur un rabattement de la nappe, c'est comme ça qu'on dit. Donc, c'est une baisse en fait de niveau de la nappe qui peut aller jusqu'à 9 mètres, notamment dans le secteur du Havre. Et donc, c'est pareil, ça va poser des problèmes de captage de l'eau, de remise aux normes de toutes les stations de captage, etc. Et il y aura d'autres impacts que je vous expliquerai aussi sur la qualité de l'eau après. Donc, sur la qualité de l'eau, donc l'augmentation des précipitations intenses, comme je vous l'ai dit, peut avoir des effets du fait que ça enlève des particules de sol, ça a un impact sur la turbidité de l'eau, ça érode aussi tous les traitements qu'on peut faire dans les champs, etc. Donc, ça a d'autres impacts sur la qualité de l'eau. Et donc, l'augmentation des risques de crues, remontée de nappe, de coulées de boue, inondations. Par ailleurs, l'élévation du niveau de la mer, dont je vous en reparlerai après, et une diminution donc des quantités d'eau, voire en période de précipitation intense, etc., avec les cours d'eau qui gonflent, etc., et qui ont plus d'eau, auront plus de difficultés à s'écouler dans la mer. Parce que c'est un effet tout simple, hein, le fait que le niveau de la mer augmente fait que ça bloque en fait les évacuations de l'eau, l'effet de chasse, on va dire, des fleuves qui se déversent dans la mer. Et donc, cela va avoir des impacts plus forts sur le risque d'inondation. Donc, c'est-à-dire à une inondation équivalente à ce que l'on peut vivre actuellement, l'effet du blocage de la mer aura des impacts beaucoup plus forts, et notamment en amont dans les terres, sur le risque d'inondation. Et ça peut atteindre toutes les villes qui se situent au bord des fleuves. Donc, ça va jusqu'à Rouen avec la Seine, voire même encore plus haut. Ça peut aller à Caen avec l'Orne, etc. Et donc, après, après, et aussi l'effet du niveau de la mer et la baisse du niveau des nappes, donc augmentation du niveau de la mer et baisse du niveau des nappes, aura aussi des impacts sur la salinisation des aquifères, donc des nappes d'eau en souterrain, notamment sur le bord de mer. C'est la carte qu'on voit à droite, en bas à droite. Et vous avez en fait l'effet de pénétration des eaux de mer en fait, dans les nappes d'eau souterraines.
du fait de l'augmentation du niveau de la mer et de la baisse du niveau des nappes. Et donc, forcément, de l'eau salée, c'est plus de l'eau potable pour l'homme. Donc, ça a des impacts aussi sur l'homme. Juste une petite illustration aussi du risque technologique industriel qui est lié au risque inondation. Comme je vous l'ai dit, donc, des inondations potentiellement plus fortes du fait des précipitations à un sens, mais aussi à inondation égale, risque plus important du fait de l'augmentation du niveau de la mer. Vous avez ici une illustration. Alors, c'est à peu près les deux mêmes cartes, hein. Ils ont fait tourner deux modèles différents, mais on se rend compte que les modèles donnent à peu près les mêmes choses. Vous avez donc à l'horizon de 2050 l'effet d'une inondation de retour, donc sur des pluies sur un temps de retour de 10 ans, c'est-à-dire une inondation qui arriverait potentiellement tous les 10 ans sur une boucle de la Seine. Donc là, vous avez la ville de Rouen et toutes les villes autour. Et sauf que dans ce secteur en particulier, mais c'est le cas aussi au Havre ou même aussi à Caen, hein, ou même dans d'autres endroits, vous avez tous les petits points en rouge, en vert et en noir, en fonction des cartes, qui correspondent aux usines Céveso. Donc, vous imaginez un risque d'inondation plus fort sur ce type d'usine à risque industriel très, très fort, ce que ça donne en termes de risque qu'il va falloir prendre en compte. Si on imagine que toutes ces usines peuvent être sous l'eau tous les 10 ans, il va falloir qu'on s'adapte très, très vite, hein. Et là, en plus, cette carte-là, elle a été faite dans une perspective 2050, hein, donc c'est dans 25 ans, hein. Très vite, je vais accélérer un peu. Là, vous avez, comme je vous disais, l'effet du niveau de la mer. L'histoire, en fait, c'est qu'entre 1900 et 2009, l'augmentation moyenne du niveau de la mer était de 1,8 mm par an. Et il y a une accélération qui se constate. Entre 93 et 2018, le niveau de la mer augmente de manière moyenne de 3,4 mm par an. Et jusqu'en 2020, entre 2011 et 2020, là maintenant, on est sur 5 mm par an. Donc il y a une augmentation exponentielle en fait, du niveau de la mer. À l'horizon de 2100, dans le cas du scénario optimiste, il augmenterait encore de 52 cm. Et dans le cas du scénario pessimiste, donc une augmentation de température moyenne de l'air de 3 à 4 degrés, le niveau de la mer en Normandie pourrait monter jusqu'à 1,80 m de plus. Donc imaginez le risque de submersion par la mer, etc. Alors, on a le cas dans les quartiers, notamment à Cherbourg, au Havre, et cetera, enfin toutes les villes côtières, mais ça affecte aussi les villes un peu plus dans les terres, donc au niveau des fleuves. Donc là, c'est une illustration, je vais faire très vite parce que sinon je vais passer trop de temps. En gros, là, vous avez surtout sur les deux cartes, pour une même inondation vécue en 2018, l'effet de blocage de la mer, ce que ça donne en matière d'inondation, enfin ce que ça donnerait en matière d'inondation à l'horizon 2100. Donc, vous voyez sur la carte de gauche, les secteurs inondés sont beaucoup plus faibles que sur la carte de droite. Donc là, ici, c'est sur la Touques. Voilà. Sur la biodiversité, très rapide, la biodiversité en Normandie est particulièrement riche parce qu'elle se situe à la fois à l'interface terre-mer et aussi sur le bassin parisien et le massif armoricain, donc avec une diversité de sols, etc. Donc si on compare la Normandie avec d'autres régions du nord de la France, on a une biodiversité qui est beaucoup plus riche. Cette biodiversité est affectée par le changement du climat, je vous expliquerai pourquoi après, mais aussi par d'autres facteurs et de multiples facteurs, notamment les pollutions, le fait qu'il y ait de plus en plus d'espèces envahissantes que l'on importe par nos activités, etc. La surexploitation des ressources aussi, et surtout la fragmentation et la destruction, la simplification des habitats, qui a des effets. Voilà. Et donc, le changement du climat l'affecte encore plus, ne serait-ce que par l'augmentation de température. Donc, il y a des espèces qui sont adaptées à des températures, etc. Et donc, si les températures augmentent, il va falloir elles ne pourront plus vivre ici en Normandie. Pour les espèces en mer, le pH de l'eau de mer change aussi. Donc, il y a une acidification des mers. Je ne sais pas si ça vous parle, ce terme-là. Et en fait, on a la chance d'avoir un océan qui capte la moitié de nos émissions de gaz à effet de serre. Le CO2 est capté pour moitié par les océans. Mais les océans, quand ils captent le CO2, s'acidifient. Donc, c'est-à-dire que le pH baisse.
Sauf que pas mal d'espèces qui vivent en mer, notamment les mollusques et les crustacés, pour faire les carapaces et les coquilles, on les font en calcaire. Et le calcaire, ça ne va pas du tout avec l'acide. Donc, elles auront de plus en plus de difficultés à constituer ces éléments-là à cause de l'acidification. Donc après, la biodiversité est affectée aussi par la baisse du débit des fleuves, la salinité des estuaires, et donc les effets se font déjà ressentir. Voilà, je vais passer assez vite. Donc pareil sur l'agriculture, je ne vais pas aller trop vite parce que ce n'est pas l'effet essentiel, hein, mais au même titre que l'homme, l'élevage, le bétail, etc., est affecté par la chaleur, ce qui lui cause du stress, et puis il y aura des effets sur le manque de fourrage, etc. Et le changement du climat affecte aussi tout ce qui est production agricole, parce que ça affecte le cycle végétatif des plantes, etc. Autre impact qui peut vous intéresser de plus près, c'est l'impact sur la santé. Au même titre que les animaux, l'effet température, canicule, etc., a des effets sur la surmortalité des hommes. Ça cause des maladies cutanées, oculaires, des effets sur la déshydratation, l'hyperthermie, etc. On constate aussi que le changement du climat fait en sorte que certains acariens ou insectes se développent mieux qu'ils ne le faisaient avant, typiquement la tique, vecteur de la maladie de Lyme, qui du coup a un cycle beaucoup plus long maintenant du fait de températures moyennes plus stables. Mais aussi, je vous le montrerai après, le moustique tigre aussi qui est actuellement aux portes de la Normandie, qui est vecteur de maladies comme le chikungunya, la dengue, etc., auxquelles il va falloir très certainement que l'on fasse face. Le changement du climat aussi a des effets sur la pollution atmosphérique, et notamment l'ozone, etc. Des effets, je vous l'ai dit, hein, sur les ressources en eau, sur la qualité et la quantité d'eau. Donc les inondations ont des effets aussi. Le climat plus favorable aussi aura des effets sur les pollens qui seront présents dans l'air plus de temps sur l'année, etc. Donc il peut y avoir des effets sur l'homme. Donc voilà, là c'est la carte de la progression du moustique tigre en France. J'ai revu une même carte en 2022. Là maintenant, toute la Bretagne est déjà colonisée, donc il faut s'attendre à ce que le moustique tigre soit présent dans très très peu de temps. Là, juste voilà pour vous dire que les experts du GIEC vont travailler donc en 2024 sur de nouveaux thèmes, notamment le thème sociologie, psychologie, notamment voilà, pour voir comment ça peut vous intéresser, ça, comment l'homme peut changer de comportement et comment jouer sur les comportements humains pour vraiment qu'ils prennent en compte l'ensemble des enjeux et des impacts du changement du climat, soit dans ses comportements pour diminuer donc les gaz à effet de serre par ses comportements, ou soit s'adapter au mieux à tous les impacts, etc. Donc ouais, il y a d'autres thèmes, économie, droit et bocage. Je ne vais pas aller plus loin, et normalement, donc restitution de ces travaux donc en 2024. Tous les résultats, ce que je vous ai présenté, vous allez voir tout ça en détail sur la page GIEC Normand de la région. Et donc voilà, ensuite, l'idée, c'était que je pose certains constats alors, issus des échanges qu'on a pu avoir, Gauthier et moi, sur la préparation, hein, de ce temps, sur en quoi, en tout cas pour moi ou pour nous, l'effet du changement du climat peut avoir des enjeux prioritaires, enfin des enjeux plus forts, en tout cas dans les quartiers prioritaires. Et une des toutes premières questions que je me posais, moi, c'était est-ce qu'il faut que l'on déconstruise d'abord l'image des quartiers? C'est-à-dire, est-ce que l'image des quartiers que l'on peut avoir, alors vous avez une vision plus claire que moi, hein, ça c'est sûr. Notamment, quand on pense quartier prioritaire, on se dit, on pense logement mal isolé. Moi, j'en ai parlé à mes collègues qui sont en charge de la rénovation énergétique des logements et qui me disaient non, 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 c'est absolument faux. En fait, c'est-à-dire que les logements sociaux sont beaucoup mieux isolés que le parc privé. Et il me disait que une des questions prioritaires, par contre, dans les quartiers, c'est les logements locatifs du parc privé dans les quartiers, qui effectivement, eux, par contre, étaient des logements avec des enjeux isolation qui étaient très, très forts. Quand on pense quartier prioritaire aussi,
on pense faible présence de la nature en ville. Alors, est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce qu'on pense à quartier plus dense, et cetera, donc faible présence de la nature en ville? Donc, forcément impact, en termes d'îlots de chaleur, et cetera, mais, l'accès à la nature aussi, ça a des impacts, sur la santé humaine. Donc voilà, donc ça, c'était une des questions que j'aimerais bien, enfin, qu'on discute ensemble. Ensuite, au niveau des impacts, du changement du climat et en particulier dans les quartiers, ce qui me semble le plus important, c'est effectivement, Gauthier l'a dit, c'est la question donc des îlots de chaleur, de l'accès à la nature, de comment se défendre des maladies vectorielles, comme je disais, le moustique. Alors la tique, c'est peut-être pas, c'est peut-être pas une problématique en ville, donc mais je pense en particulier donc aux moustiques, et cetera. Les risques technologiques, parce que peut-être que les quartiers sont pas forcément dans les secteurs et dans les zones en ville les plus distantes, d'usines à risque, et cetera. Il y a la question de la pollution de l'air aussi qui pour moi est un sujet, essentiel. Ensuite, se poser la question, sur le volet atténuation du changement du climat, donc comment agir sur les gaz à effet de serre, et en particulier, quels sont les leviers d'action donc dans les quartiers? Moi, je pensais notamment à l'accès à une alimentation locale, alors de qualité, si possible. Voilà, donc toutes les questions de l'économie circulaire aussi, qui peuvent avoir des effets donc sur notre consommation et donc en plus ça a un double effet dans les quartiers, c'est-à-dire, à la fois ça peut permettre d'avoir accès à des biens, peut-être à des prix plus abordables ou à donner accès à la population, à la possibilité, de réparer aussi ces objets, et cetera, pour faire en sorte qu'ils durent de plus en plus de temps. Voilà et donc après un des gros enjeux, donc c'est la question des changements de comportement, pour, mener donc vers des comportements plus environnementaux et dans les quartiers, ce qui peut être intéressant, c'est, donc les effets que ces comportements peuvent avoir sur la santé des habitants, mais aussi parfois, il y a un double enjeu aussi, en termes d'économie tout simplement, enfin, les effets sur le portefeuille et en parlant de ça, je pensais notamment à un des exemples, mais qui se développe en Normandie. C'est un exemple dans un quartier prioritaire à Caen, d'un écologement en fait, donc c'est un logement type qui a été, réhabilité, on va dire avec toutes les possibilités de le réhabiliter de manière écologique, on va dire, donc en prenant en compte les enjeux environnementaux et c'est aussi, ce logement est un support d'animation et de sensibilisation auprès des habitants pour leur apprendre des, techniques, astuces, pour faire écologique et gagner aussi, de l'argent, c'est-à-dire enfin ou du moins donc en dépensant moins, grâce à ça et donc voilà, donc je me dis que ça c'est un autre enjeu qui peut être intéressant et un levier pour vous, en tout cas pour, faire en sorte que les comportements changent. Voilà, voilà. J'en ai fini sur la présentation, j'espère que j'ai pas été trop long. Je pense que j'ai tenu à peu près les temps, à 5 minutes près, voilà, c'est ça. Donc la parole est à vous et je suis vraiment intéressé par ce que vous pouvez me dire sur l'image des quartiers, puis sur tous les autres enjeux là que j'ai pu, évoquer et puis éventuellement, bah, que vous me fassiez part, d'autres enjeux qui pour vous peuvent être importants au regard, de ce que j'ai pu vous présenter sur les impacts, du changement du climat. Ben, merci Benjamin pour cette présentation. Il y a déjà plusieurs mains qui se lèvent pour répondre aux questions que tu soulèves. Cédric Delaunay, vous leviez la main en premier. On vous laisse la parole. Bonjour à tous. Je vais allumer la caméra. C'était pour réagir sur la présence de la nature dans les quartiers. Et justement, c'était une question qu'on avait. Nous, on a demandé à l'agence d'urbanisme de travailler sur ça en se basant sur deux outils, le mode d'occupation des sols. Et ils ont fait un travail sur les formes urbaines, mais voilà, surtout le mode d'occupation des sols. Et aujourd'hui, en fait, on voit ce qu'on pressentait, c'est que évidemment, il y a des quartiers qui sont très, très fortement imperméabilisés, goudronnés, etc. On voit aussi des quartiers sur lesquels il y a des espaces non négligeables, mais c'est surtout enherbé. Donc, on a très peu finalement de nature en ville. Si c'est vraiment la question de la nature en ville,
très clairement, dans les quartiers sur l'agglomération caennaise, on voit que non, parce que même les espaces enherbés, il n'y a pas assez d'arbres, etc. Et je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais en tout cas, au vu du MOS, on a l'impression que ce n'est pas le cas. Et donc, du coup, il y a sur ces quartiers-là des enjeux, parce qu'on a des surfaces imperméabilisées conséquentes. Nous, on le voit sur certains quartiers, notamment au sud de Caen, où il va y avoir une désimperméabilisation, une végétalisation de certaines places qui étaient très, 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 très minérales. Et on voit aussi qu'il y a une opportunité sur les parties enherbées, parce que des fois qui sont très, très importantes. Alors, des parties enherbées, la particularité des quartiers, c'est que des fois, ça appartient au bailleur social, parfois ça appartient à la ville. Enfin, voilà, donc selon le maître d'ouvrage, c'est des fonctionnements qui peuvent être différents. Et puis, on voit aussi que nous, dans les quartiers, de façon spontanée, on a des habitants qui s'approprient ces espaces, alors soit perméables ou enherbés, pour y installer, par exemple, des jardinières, etc., ou travailler sur les pieds d'immeubles. Donc, on voit qu'il y a une demande sociétale aussi dans les quartiers, une demande des habitants. On en parlait avec un des bailleurs sociaux, donc quand la mer Habitat, qui disait bah oui, c'est intéressant, c'est vrai qu'il y a du spontané, mais ça pose la question aussi de l'ingénierie derrière pour accompagner notamment voilà, des dynamiques collectives, je pense aux jardins partagés, etc. Et comme dans les autres parties du territoire, c'est vrai que si c'est pas animé, c'est compliqué. Donc, je rejoins assez bien les éléments. Et puis, bah, j'ai noté hein, Enfin, j'ai trouvé votre présentation très intéressante. Je vous remercie. Merci. En plus, c'est vrai que si je peux rajouter en fait quelque chose sur la présence de la nature, surtout en ville, a priori où là on la voit moins, ça a vraiment des effets sur le bien-être en fait de la population. Donc c'est vrai que alors nature, quand on parle de nature, c'est vrai que c'est pas juste une pelouse vide sans rien. Enfin bon, j'imagine que c'est toujours mieux que rien. Mais en plus de l'effet que ça peut avoir sur l'effet sur l'effet chaleur urbaine, et ça c'est donc après bon, la pelouse joue, mais des arbres ça a un autre impact quand même. Il y a aussi l'effet sur la santé parce qu'on se sent bien quand on voit la nature, quand on voit le vert, quand on entend les oiseaux, quand on et donc bon, ça c'est intéressant à prendre en compte. Merci. Madame Parmentier, vous leviez la main? Oui, bonjour, vous m'entendez bien? Oui. Oui, très bien, merci beaucoup. J'ai pas réussi à modifier mon prénom, donc moi je suis actuellement étudiante à l'université Gustave Eiffel et j'entame un doctorat l'année à venir. Je voulais juste réagir justement sur la déconstruction de l'image des quartiers prioritaires de la ville. Alors je vais un peu généraliser, hein, mais en somme, dans les QPV, enfin QPV, quartiers prioritaires en tout cas, on a voilà, ce qu'on appelle des grands ensembles. Je pense que c'est toujours aussi très important de rappeler que grands ensembles ne veut absolument pas dire uniquement habitat collectif et non plus uniquement logements sociaux. Et ça, notamment à partir en fait des grands ensembles qui se sont créés à partir des années 60, des grands ensembles ZUP, et c'est a fortiori aussi le cas dans le cadre des villes nouvelles. Là, je vais un petit peu aussi prêcher pour ma paroisse, pour mon sujet, hein, mais ce qu'il faut bien rappeler, je pense, c'est que le logement social, ça a toujours été un laboratoire d'expérimentation. Vous parlez du fait qu'en effet, on avait un peu cette image des logements sociaux, les moins bien isolés dans les quartiers, etc. Et vous avez tout à fait raison, donc c'est pas forcément le cas. Et c'est aussi parce que, donc encore une fois, le secteur social, je vais plutôt élargir, a toujours été un laboratoire d'expérimentation, notamment après la reconstruction. Et dans les années 70, là est mon sujet de cette année, en tout cas, ça a été aussi un véritable, encore une fois, laboratoire d'expérimentation en ce qui concerne les problématiques d'isolation qu'on a eues et qui se sont d'autant plus posées à la suite des chocs pétroliers. Mais ça a aussi été, encore une fois, un laboratoire d'expérience en ce qui concerne, cette fois-ci, le développement d'énergies renouvelables. On appelait souvent les énergies solaires parce qu'en fait, c'est les 5 énergies. Voilà. Donc, je voulais un petit peu réagir là-dessus, juste pour apporter ces éléments-là, mais d'après ce que j'ai compris, il va y avoir d'autres discussions et d'autres choses, mais voilà, le côté sociologique est absolument indispensable, évidemment, à intégrer. Et encore une fois, je prêche un peu pour ma paroisse, ma recul historique peut aussi venir aider cette déconstruction-ci. Merci beaucoup. Monsieur Lecointre, vous voulez peut-être réagir? Je vais vous enlever au micro. Non, non, oui, non, 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 je suis en train de dire oui, oui.
Après, alors, Gauthier, non, je ne sais pas si j'en ai parlé avec vous, avec mes collègues qui sont plutôt en charge de la question du logement social, etc. En fait, on évoquait aussi le fait que les plans, les différents plans de reconstruction quand même des quartiers, ça fait déjà plusieurs dizaines d'années qu'ils ont été mis en place et ils commencent à montrer leurs effets sur les grands ensembles en tant que tels. Et j'imagine que les grands ensembles qui étaient omniprésents dans les quartiers, maintenant, on parle peut-être moins de grands ensembles. Enfin, je ne sais pas comment dire les choses, mais Alors oui, j'ai utilisé le terme grand ensemble, mais encore une fois, là je vous renvoie, je vous avoue, à toute la ouais, littérature en ce qui concerne Gwenaëlle Le Goulon, Loïc Vadlorge, Annie Fourcault et d'autres. Grand ensemble, c'est un terme qui est un peu galvaudé, si je puis dire, hein, qu'on a un peu repris en voyant uniquement bar et tour. Ce n'est pas ça. D'un point de vue d'accord. scientifique et d'un point de vue de Ok, l'histoire urbaine, ce n'est pas ça, voilà. C'est pour ça que j'utilise le terme générique grands ensembles, où en fait, dans les grands ensembles, le chemin vert est un grand ensemble ZUP, dans lequel il y a des logements individuels qui ont été en prêt aidés, qui étaient sociales, mais aussi en accession à la propriété. Ça fait partie d'un grand ensemble. La d'accord. Guérinière est un grand ensemble, mais non ZUP. Enfin, voilà, après, c'est un Ok, peu... Voilà. d'accord, très bien, merci. Merci. On va prendre encore une ou deux dernières questions. Monsieur Turine, vous savez lever la main. Bon, bah, dans ce cas, je garde en tête que vous avez levé la main, mais Monsieur Renard, je crois que vous levez aussi la main. On va prendre les trois dernières questions, et puis ensuite on va passer à la phase suivante. Non, mais si c'est à Monsieur Tourina, il faut lui laisser la parole. C'est le temps de lui laisser le temps de Ah, monter voilà, son quoi. micro. Non, moi, je ne vais pas tomber. Il y a deux remarques générales quand même que je voudrais faire. Et il y en a une qui m'est venue à l'esprit aussitôt. J'ai regardé le nombre de participants, 24. Alors qu'on parle de la transition écologique, ô combien impératif catégorique, mais au nom, au terme, avec la notion de même que Kant y mettait, eh bien, moi, je regrette qu'on soit quand même, ouais, à mon avis, si peu nombreux. Alors que le thème est absolument transversal et bien évidemment dans les quartiers prioritaires. Même en priorité, je dirais. Et deuxièmement, je voulais dire bravo pour votre logo parce que le lien corps et la Normandie, mais c'est d'un symbole extraordinaire. Bravo. Et puis maintenant, une question de fond. Monsieur Lecointe, vous avez, merci pour votre présentation qui était très exhaustive. J'ai même été écouter Monsieur Costa ou Monsieur Léniel à Dozulé, mais j'ai relevé des éléments supplémentaires à travers ce que vous avez dit. Par contre, il y a quelque chose que je voulais vous demander. Vous avez dit la biodiversité est remarquable en Normandie, bien évidemment, mais elle est atteinte par la simplification des habitats. Est-ce que vous pourriez développer? Parce que moi, c'est un thème qui me dit énormément de choses. En fait, je ne sais pas si vous avez entendu parler des notions de trame verte et bleue. En fait, c'est une question en fait qui fait que en fait les activités humaines ont tendance en fait à d'abord simplifier les milieux en supprimant typiquement, si on parle de la campagne, la question des haies en fait qui sont des corridors écologiques normalement qui permettent à la biodiversité, notamment donc en particulier à la faune, là ça se voit de manière claire, mais aussi à la flore, de progresser, de migrer en fait et de se développer. Et puis ça favorise aussi les échanges et les interactions entre individus. Et donc voilà, les activités humaines, donc par les constructions typiquement de routes, d'infrastructures au sens large, les activités agricoles qui changent, donc la disparition des haies, etc. Et les activités aussi, donc ça c'est tout ce que l'on appelle au sens large trame verte. Et ensuite, tout ce qui concerne la trame bleue, donc c'est pareil, tous les barrages que l'on peut trouver dans les cours d'eau qui empêchent les espèces comme les poissons de migrer pour aller se reproduire en amont des cours d'eau, etc. Donc ont des impacts sur la biodiversité. S'il n'y a plus d'interaction entre individus, ça pose des soucis au niveau génétique. Hein. Il y a de la consanguinité des populations, etc. Et ce qui fait qu'elles deviennent de moins en moins résistantes aux attaques, etc. Parasitaires ou autres.
Et pareil pour la trame bleue, enfin, sur les poissons, s'ils ne peuvent plus aller se reproduire, bon, bah, l'espèce disparaît, etc. Donc là, il faut vraiment agir en fait, sur ces deux questions-là pour reconnecter en fait, les milieux entre eux. Et ça peut aller même jusqu'en ville, en ville, quoi, parce qu'on constate une disparition de la biodiversité commune que l'on pouvait voir en Normandie, donc dans les villes, dans les quartiers. Maintenant, les moineaux que l'on voyait, je prends cet exemple parce qu'il est criant, en fait, on en voyait partout avant, maintenant on n'en voit plus. Je ne sais pas si ça vous parle, mais on n'en voit plus. On en voit encore, mais il faut vraiment les chercher, hein. Voilà, il y a plein d'espèces comme ça qui disparaissent, et même des villes qui pourtant, les villes, pourtant oui et non. Les villes sont les secteurs les moins impactés par les pesticides. Là, c'est plutôt dans les campagnes en fait qu'il y a des impacts très très forts. Mais même dans les villes, on constate une disparition, voilà, d'espèces que l'on pouvait voir avant. D'accord. Merci. J'enchaîne. Oui. Vous m'entendez? Alors, évidemment, ça donne un petit coup au moral, hein, Monsieur Lecoing, de votre présentation, hein, vous le savez. Hein. Mais du coup, nous, on a, sur le quartier de la Pierrezée, donc moi, je suis chargé de développement sur les quartiers prioritaires Canet, Pierrezée, Calvaire-Saint-Pierre, et puis le quartier en veille active Saint-Jean-Eudes. On a décidé d'anticiper un peu le futur contrat de ville, le nouveau contrat de ville, puisqu'on a déposé un contrat de ville dès l'année 2023 autour de la transition durable, avec les acteurs de la Pierrezée, autour du CPIE, du centre d'animation du quartier, du centre socio-CAF, sont présents aussi Quand la mer Habitat, la SPTT Caen aussi sur l'aspect sport-santé. Et donc, en orientation, en enjeu, on en a défini 4. Effectivement, on accompagne des initiatives d'habitants en pied d'immeuble. Cédric le disait tout à l'heure, on a plusieurs immeubles sur certaines rues de la Pierrezée où les habitants ont décidé d'investir des espaces vraiment au pied des escaliers en sortant. Et puis certains acteurs du quartier ont vraiment décidé aussi de mettre en place des jardins pédagogiques, l'école, le centre d'animation, le centre social. Donc il y a tout un axe autour de du jardinage, de la nature, des ateliers de papotage autour de qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut planter, comment on s'y prend, on manipule la terre, etc. Donc avec des enfants, avec des familles, avec des habitants. Il y a tout un axe autour de la mobilité aussi qui a été décidé de développer parce qu'on a vraiment une problématique sur le patrimoine Quand la mer Habitat à la Pierrezée. Il n'y a pas de locaux communs et pour les immeubles qui peuvent aller jusqu'à 4 étages sans ascenseur, eh bien les vélos sont stockés dans les cages d'escalier, sur les paliers, voire même dans l'habitat alors qu'il n'y a ni cave, ni balcon. Enfin voilà, c'est vraiment une grosse problématique. Donc on a essayé de s'emparer de cette problématique pour essayer de trouver des solutions de stockage. Déjà des arceaux vélos, il y en a très peu de présents sur la Pierrezée, donc il y a déjà le stockage en journée, et puis essayer de trouver des solutions aussi de stockage plus pérennes. Il y a aussi la place du vélo, donc on a une vélo-école sur la Pierrezée, donc on incite, on apprend aux habitants à se déplacer en vélo. La place aussi de la marche à pied. Voilà, éviter de se déplacer en voiture, même en bus-tram, même si on est bien doté sur le quartier, mais voilà, essayer de retrouver des déplacements doux et simples. Et il y a beaucoup de choses d'accessibles à pied. Donc voilà, on a mis en place aussi, alors ça on bute un petit peu, mais on va y arriver, des ateliers 5R. Donc vous en parliez tout à l'heure sur le réemploi, sur le recyclage, la réparation. Donc c'est déjà mis en place avec l'association Vélisol qui vient réparer des vélos très régulièrement sur le quartier, sur les quartiers nord-est, y compris celui de la Pierrezée, mais aussi faire intervenir des associations telles que la Générale Marabille qui vient réparer du petit matériel électrique. Donc voilà. Et puis l'idée, c'est vraiment d'aller voilà, sur l'espace public en pied d'immeuble dans des endroits où on va peu et pour aller vraiment au plus près des habitants. Et puis le quatrième axe qu'on a souhaité développer, c'est faire monter en compétence les acteurs, les professionnels du quartier autour de cette thématique de l'écologie et de la transition durable.
Donc, on a fait intervenir le CIVEDAC, par exemple, dans l'ensemble des structures pour faire un peu le diagnostic de où est-ce qu'ils en étaient sur le tri sélectif, qu'est-ce qui était mis en place, qu'est-ce qui pourrait être développé davantage, comment on pourrait mettre en place aussi des éco-événements. Il y a beaucoup de temps d'animation, de temps fort sur le quartier, mais on voit on voit le passage de l'événement, hein, parce qu'il peut y avoir des gobelets, il peut y avoir des choses justement recyclables qu'on retrouve jonchées sur les sols. Et puis, on imaginait peut-être une fresque du climat, enfin voilà, essayer de sensibiliser vraiment, mettre au bon niveau et puis sensibiliser collectivement le groupe. Voilà les orientations qu'on a prises sur l'année. Et merci à vous pour cette présentation. De rien, de rien. Merci pour ce témoignage d'une action fort intéressante sous la Pierre-Rossé à Caen. Bon, on va prendre une dernière intervention. Je crois que Cédric, tu relèves la main, et puis après on va passer à la deuxième phase, car le temps tourne. C'est intéressant parce que vous venez nous donner justement des informations sur le développement durable, des choses qu'on maîtrise moins. Je voulais avoir votre avis, vous, sur les quartiers. Vous parlez de déconstruire l'image. Alors évidemment, c'est un des enjeux phares, hein, les quartiers, la stigmatisation des quartiers, changer l'image. Benjamin ne contredira pas sur la Pierre-Rossé notamment, on en parlait encore récemment. Il y a plein de choses qui sont intéressantes, il y a plein d'éléments sur lesquels il faudrait travailler pour changer l'image. Et je voulais avoir votre avis, vous, en tant que, voilà, entre guillemets, non spécialiste des quartiers, des choses qui pourraient être intéressantes à faire pour déconstruire l'image. Vous avez parlé justement de ces logements sociaux isolés, sur peut-être d'autres aspects. Est-ce qu'il y a d'autres choses auxquelles vous pensez? Bah, en fait, oui, il y avait déjà voilà, le côté logements sociaux. Voilà. Donc ça, c'est clair, de ne plus avoir cette image que ce sont des logements qui sont mal isolés. Et donc, je ne sais pas comment vous communiquez dessus pour faire en sorte que voilà, on change cette idée que l'on a qu'un logement social, c'est un logement qui n'est pas confortable, qui est mal isolé. Quoi. Voilà. Et donc, c'est pas le cas du tout, et moins que d'autres. Après, c'était dans la préparation, c'est ce qu'on disait sur la question de la nature en ville. Je connais le quartier de la Pierre-Rossé, c'est un quartier qui est particulièrement vert, quoi. Enfin, où il y a beaucoup d'espaces verts, il y a des grands arbres. Enfin, c'est pas du tout l'image du quartier qu'on peut avoir, quoi. Et Gauthier me parlait d'un quartier que je connais aussi, celui de Val-de-Reuil. Et donc moi, je l'ai connu alors, il y a longtemps. Et c'est un quartier déjà. Alors, j'imagine que c'est un nom populaire, c'est pas son vrai nom, mais on l'appelle la Dalle. Donc déjà, rien que ce nom-là, forcément, ça donne une image qui n'est pas super bonne. Et surtout, Gauthier me disait qu'il y avait beaucoup de travaux de fait, beaucoup de choses de fait. Et maintenant, c'est un quartier qui est devenu relativement vert. Enfin, voilà, ils ont complètement désimperméabilisé, débitumé une grande partie du quartier. Et je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui vient de là, mais voilà, il y a aussi des quartiers qui ont une image parce qu'ils ont une histoire, et puis voir ils ont un nom qui fait que c'est compliqué de changer cette image-là. Mais après, non, comme autre, pour moi, l'idée, c'est vraiment de communiquer le plus possible sur toutes les actions de fête, quoi, sur tout ce que vous pouvez faire, et qui montre que justement, c'est plus du tout ce que c'était. Puis après, bon, il y a eu aussi toutes les opérations de rénovation urbaine. Je pense qu'il faut communiquer dessus, hein. C'est vrai que le nom compte, et d'ailleurs sur le Val-de-Reuil, maintenant, il y a certains noms qui ont changé de quartier prioritaire qui ont changé entre 2014 et maintenant. Et c'est vrai que sur Val-de-Reuil, on parle maintenant plus du quartier centre-ville que de la dalle. Mais c'est vrai que, même au niveau du nom de certains quartiers, notamment d'ailleurs dans l'Eure et en Seine-Maritime, voilà, ces noms ont pu changer, et qui montrent aussi leur transformation. C'est vrai que les grands projets d'environnement urbain ont pas mal d'objectifs, parmi lesquels un peu casser, justement, je rebondis sur ce que vous disiez, Madame Parmentier, sur le terme de grands ensembles, qui est tellement utilisé, mais qui part d'une réalité à la base. Et les grands projets d'environnement urbain ont justement cet objectif aussi, un peu d'arrêter ces constructions très verticales pour aller sur un cadre de vie un peu plus ouvert. Je vais vous proposer de passer à la deuxième séquence pour respecter bon, je pense qu'on va dépasser un peu, mais bon, de pas beaucoup, de l'horizon de 15h30.
Donc, merci beaucoup, Benjamin, pour cette présentation, en tout cas très riche, qui a soulevé pas mal de questions qui montrent bien, en tout cas, l'impact très général, enfin, qui touche tous les territoires du dérèglement climatique. Merci à vous. Je vais vous présenter maintenant, je vais vous restituer une synthèse des entretiens que l'on a pu mener auprès des techniciens politiques de la ville. Il y en a d'ailleurs certains parmi les participants qui avaient été interrogés. Alors, les objectifs de cette enquête, c'est de connaître des actions réalisées sur les quartiers en lien avec la transition écologique, de connaître des éventuelles stratégies pour la prochaine contractualisation, vu que, voilà, on l'a dit, ça va être la transition écologique, de toute façon, va devoir être davantage prise en compte à l'avenir, vu le caractère pressant des conséquences qui se font largement sentir depuis un petit temps maintenant. Et puis, l'autre objectif, c'était aussi de connaître les liens entre les acteurs politiques de la ville et développement durable. Alors, la moitié, même un peu plus de la moitié des territoires normands géographie prioritaire ont été consultés. C'était 14 territoires sur 21. Alors, en général, à l'échelle EPCI, quand il y avait plusieurs quartiers prioritaires, à l'exception d'un ou deux territoires. Et puis, les acteurs rencontrés, c'était les techniciens des collectivités en géographie prioritaire. C'est vrai que ça aurait été intéressant d'avoir le point de vue aussi des élus, des habitants, des agents de l'État, mais ça tient, le périmètre de cette enquête tient au temps que l'on pouvait consacrer au sein du centre de ressources, qui était limité, et puis aussi au caractère un peu qui s'est fait progressivement de cette enquête, où à la base, comme je le disais en introduction, on pensait faire quelque chose plutôt en interne pour déjà que nous, CRPV, on puisse prendre connaissance de comment ça se prend en main, et puis pouvoir faire quelques fiches d'expérience, peut-être un livrable. Et puis au fur et à mesure des entretiens, on a interrogé un contrat de vie très sûr, Panisec, un grand service de développement durable. Donc, ça nous a incité à aller voir un autre contrat de ville avec beaucoup de quartiers prioritaires pour voir si c'était la même chose, soit un petit contrat de vie, entre guillemets, en milieu rural, qui avait tel enjeu, est-ce que ça a été le même sur d'autres contrats de vie du même type. Donc, ça a poussé petit à petit, en fait, à aller rencontrer ça et là différents secteurs. Alors voilà, et donc voilà, ça explique le périmètre un peu, le périmètre de cette enquête. Donc, sur les quelques petits enjeux généraux, et après on descendra plus par thématique, sur les liens entre la politique de la ville et le développement durable. Globalement, de ce qui est ressorti de cet entretien, c'est qu'il y a peu de liens entre les services politiques de la ville et les services de développement durable, à quelques exceptions près, et notamment du côté de l'agglomération rouennaise, aussi bien au niveau de la métropole de Rouen-Normandie que dans des communes membres de la métropole au niveau communal. Donc, sur la plupart des territoires, la politique de la ville n'est pas intégrée pour l'instant dans les plans locaux de développement durable. Je pense aux projets d'alimentation territoriale, les PAT ou les PCAET, les plans climat, air, énergie territoriaux. Mais par contre, malgré ces liens qui sont à construire, il y a une conviction de ceux qu'on a interrogés de relier ces deux domaines davantage. Sur l'intérêt perçu par les habitants du point de vue des techniciens, c'est très partagé pour le coup. Si certains ont l'impression que les préoccupations écologiques sont éloignées des priorités des habitants les plus précaires, d'autres considèrent au contraire, et puis là je rejoins un peu ce qui avait été dit dans la présentation de Benjamin, d'autres considèrent que les actions écologiques font de pair avec des préoccupations, par exemple financières, sur l'économie de sur les économies de consommation, sur le réemploi, et puis des préoccupations de santé, de bien-être, avec la création d'espaces verts, l'ouverture à plus de mobilité, l'ouverture de l'espace public. Et donc, voilà, là, c'était des avis plutôt tranchés, même si, comme ça, à la louche, c'était voilà, les trois quarts qui considèrent que les préoccupations écologiques rejoignent celles des habitants, et un quart qui pensait plutôt le contraire. Et puis, dernier point un peu global, avant d'entrer par thématique, si globalement, il n'y a pas de stratégie globale de transition écologique sur les quartiers pour l'instant, celle-ci, elle est déjà de facto travaillée ponctuellement. C'est vrai que parfois, dans certains entretiens, on est certains techniciens qui nous disent non, nous, on ne fait pas d'action développement. Enfin, le contrat de vie ne finance pas d'action développement durable. Et puis, en
en allant voir sur des thématiques d'insertion, de participation des habitants, de mobilité. En fait, aussi, il y avait des choses sur les mobilités tous, sur la végétalisation, qui font que, voilà, même si en soi, ça n'a pas été pensé dans une stratégie générale de transition écologique, de fait, il y a déjà des actions de développement durable qui sont financées et accompagnées dans le cadre des contrats de ville. Voilà pour quelques points de vue généraux, quelques retours généraux. Et voici ce qu'on peut vous dire par thématique. Au niveau de l'aménagement urbain, donc ça a été dit, le terme, l'expression même îlot de chaleur est une expression qui revient de bien plus qu'il y a 1 ou 2 ans. Beaucoup d'interlocuteurs, interlocutrices nous l'ont cité comme un des enjeux primordiaux à court terme et à moyen terme dans les quartiers prioritaires. En effet, c'est vrai qu'il y a des… Monsieur Tolonnet l'a très bien dit, il y a des quartiers qui sont assez verts, mais cette verdure, finalement, c'est la pelouse. Et pour vraiment lutter contre les îlots de chaleur, il y a besoin de végétalisation plus élaborée, qui fasse de l'ombre, qui puisse vraiment atténuer les conséquences des pics de chaleur. D'autres moyens, c'est l'installation de pointeaux, le revêtement des sols aussi. Un sol clair, blanc ou bleu va davantage refléter les rayons du soleil et donc moins magasiner la chaleur émise par le soleil. Il y a un enjeu sur l'utilisation et la réutilisation des matériaux liés à la construction, avec l'utilisation davantage de matériaux biosourcés et locaux si possible. Également, la question de l'isolation thermique, avec une petite faute de conjugaison, vous m'en excuserez, sur les logements. Alors, du coup, voilà, ça a été dit, au niveau du logement social, les bailleurs sociaux sont plutôt bons élèves, en général, mais voilà, il y a quand même sur des quartiers prioritaires certains techniciens qui nous disent qu'il manque des travaux à l'heure actuelle et c'est compliqué de les obliger enfin pour les locataires, en tout cas de ces logements sociaux, d'obliger le bailleur à mener des travaux d'isolation ou de modernisation des modes de chauffage aussi, avec des modes de chauffage pas assez efficients, trop gourmands. Et puis, pour les propriétaires privés, il y a la question aussi de les accompagner, de les aider dans leur démarche. Et à ce titre, au niveau de la rénovation des logements sociaux, au niveau de l'aménagement urbain, les NPNRU, donc les nouveaux programmes de renouvellement urbain, sont des grands incubateurs de projets durables. Parce que l'ANRU a des exigences, de grandes exigences sur ce sujet, en termes d'efficacité énergétique, en termes de mixité fonctionnelle aussi, ce qui va réduire les temps de trajet vers les services ou l'emploi et l'habitation. Donc, finalement, dans les territoires qui bénéficient d'un NPNRU avaient beaucoup d'exemples d'aménagement urbain durable à nous présenter. Alors, je vais vous présenter très enfin, je ne vais même pas vous présenter, je vais plutôt vous énumérer quelques types d'actions qui sont menées actuellement pour incarner un peu plus la chose, pour incarner davantage mes propos. C'est au 2e webinaire de fin septembre, vous aurez plus de détails sur des actions. Et je vous rappelle, n'hésitez pas à nous dire par commentaire s'il y a des actions que vous intéresserez plus, pas forcément dans celles qui sont proposées, pour une présentation plus détaillée le 26 septembre. Donc, des exemples d'actions, de projets sur ce thème du développement durable dans l'aménagement urbain, ce sont les coulées vertes. Ça rejoint un peu la présentation des trames vertes que Benjamin nous a présenté tout à l'heure. Des coulées vertes qui sont, par exemple, en projet à Dieppe ou à Lisieux, dans leur NPNRU. Donc, l'idée d'avoir une continuité d'un espace vert qui parcourt le quartier prioritaire. À ce jour, il n'y a qu'un seul territoire qui a mené une étude d'impact sur la santé en quartier prioritaire, c'est sur Évreux, à Nétreville. Mais cette étude d'impact sur la santé, c'est intéressant, c'est les CEIS, donc, puisque l'idée, c'est de faire une étude sur un projet de renouvellement urbain pour identifier les impacts positifs à maximiser et puis les impacts négatifs à combattre, soit pendant la phase de travaux, soit une fois que le produit est fini ou pendant ces 2 temps. Et ce sont des études qui sont probablement appelées
se développer dans les années à venir pour un urbanisme plus favorable à la santé. D'ailleurs, sur cette question, Lucie Lochat est à la pointe du sujet, donc à la fin de la présentation, n'hésitez pas si vous avez des questions. Autre action, le verdissement des courtes écoles pour éviter des courtes écoles complètement bitumisées, mais avoir plutôt des cours assis, c'est ce qui est en cours à Argentan ou à Grand-Couronne. Et puis, des grands projets d'isolation thermique de logements à Dieppe, de requalification des logements sociaux à Argentan. Donc voilà, comme type d'action. Et d'ailleurs, pour information, toutes les photos sont, à l'exception d'une, ce sont des photos de quartiers prioritaires normands. Donc, vous voyez qu'il y a des espaces verts assez intéressants de ce site-là sur certains quartiers. Alors, voici pour l'aménagement urbain. Sur la consommation et l'économie circulaire, je reprends une fois de plus vraiment les thématiques qui sont sorties le plus dans nos différents entretiens. Ce n'est pas pour autant que la transition écologique dans les quartiers prioritaires ne comprend que ces enjeux-là. Il y en a d'autres, mais là, on prend vraiment ce qui a été ressorti. Et donc, l'un des enjeux importants suivis par les techniciens, ce sont les enjeux de consommation et d'économie circulaire. On est donc sur des publics plus précaires avec des difficultés financières pour se chauffer, pour isoler leur logement, pour se meubler aussi. Et d'ailleurs, les questions de consommation sont vues par certains interlocuteurs comme le moyen le plus concret pour sensibiliser les habitants en QPV, et puis pas que en QPV, hein, sur les questions de développement durable. Ils sont vus comme un moyen très incarné d'apporter cette question. Et puis, à noter sur certains quartiers prioritaires des problèmes tant qu'on prend et de dépôts sauvages sur la voie publique qui est quand même plus important qu'ailleurs dans l'agglomération. Et alors, en termes d'action, eh ben, ça a été cité. Il y a les co-apart, en effet, à Caen, du côté de la Guérinière. Et puis un autre éco-appart sur la métropole de Rouen, dans le quartier des Hauts-de-Rouen, qui sont des supports pédagogiques très intéressants pour mener des ateliers de consommation d'énergie, mais pas que d'ailleurs, aussi sur des ateliers de cuisine. Enfin, ce sont des supports intéressants en tout cas, mais notamment sur les questions d'économie, qui sont souvent très bien utilisés localement. Mais il y a aussi des ateliers sur la consommation d'énergie, sur les éco-gestes bien ailleurs, à Tarnétal, à Franche, sur l'agglomération Seineur. Et puis, on entend de plus en plus des partenariats avec des ressourceries sur le réemploi, ou avec des partenariats entre ressourceries et centres sociaux, ce qui va permettre aux centres sociaux, entre autres sur les quartiers prioritaires, ce qui va permettre aux participants de ces ateliers, de certains ateliers, d'apprendre à bricoler finalement certains meubles, et puis ça va permettre aussi de se meubler ou de s'équiper à moindre coût. Donc, ça m'amène sur les questions des déchets, qui est revenu à presque chaque entretien. Et de fait, pour toutes les communes et toutes les intercommunalités, il y aura un chantier à court terme qui va tout les concerner, géographie prioritaire ou non. C'est une obligation de mettre en place des solutions pour recycler les biodéchets des habitants à l'horizon 2025. Donc voilà, ça va être quelque chose auquel tous les collectivités vont devoir s'y pencher. Et certaines y voient une occasion intéressante d'associer les habitantes dans des démarches de compostage et de jardins partagés. Alors, comme disait M. Delaunay, c'est vrai qu'il y a aussi ces démarches, notamment de jardins partagés, ce n'est pas automatique. Ça nécessite de l'appétence en face des habitants pour faire vivre le jardin partagé. Ça nécessite l'accompagnement des pouvoirs publics pour animer ces jardins partagés. Donc, ce n'est pas une solution qui est proposée sur tous les territoires du fait de ces conditions-là. Mais de fait, les jardins partagés, on voit quand même que c'est de plus en plus développé. D'ailleurs, là, c'est une photo sur Hérouville d'un jardin partagé qui mène une démarche de ville fertile qui vise à développer justement ce genre de jardin aussi bien ouvert aux habitants ou au sein d'une structure, d'une entreprise, d'une association. Et donc, comme type d'exemple d'action, il y a donc ces jardins partagés, les composteurs collectifs, la démarche zéro déchet sur l'agglomération rouennaise qui est intéressante. Ils font pas mal de choses. Parmi ces choses-là, des discos soupes sont organisés
pour utiliser les restes, enfin les légumes ou les fruits, enfin les légumes abîmés et pour distribution. Donc en mai, d'ailleurs, il y a une discussion qui a eu lieu sur le QPV des Hauts-de-Rouen. Et puis, toujours sur la même agglomération, l'application TriAct, qui est une application ludique sur le tri des déchets. Ça nous a été peu remonté, mais certaines collectivités nous ont quand même dit qu'ils ont pu constater que le tri des déchets était un peu moindre sur les quartiers prioritaires. Et donc, ce champ d'application peut être un bout de réponse, une partie de la réponse à apporter. Et puis, voilà, c'est vraiment une synthèse. Dernière thématique que je souhaitais apporter avec vous, ce sont les questions de mobilité qui reviennent très souvent, qui sont revenues très souvent dans ces entretiens. Les mobilités, il y a beaucoup de conséquences au manque de mobilité générale, un frein à l'accès aux services, aux emplois, un frein à la ville, quelque part. Et puis aussi un enfermement, ça ralentit aussi un enfermement psychologique finalement, de se dire, enfin, voilà, de rester finalement sur un périmètre très limité et de ne pas forcément partir ailleurs, pas forcément pour tes questions, enfin, pour tes raisons utilitaristes, mais aussi pour s'aérer, pour le bien-être, enfin, pour le loisir. Donc ça induit un vrai enfermement du coup physique et psychologique. Et puis, si on zoome, et puis voilà, quand on parle de développement durable, on va faire un petit zoom plus sur la mobilité active, donc qui nécessite un effort musculaire, la marche, le vélo. Et puis aussi la mobilité, les mobilités douces, donc des mobilités plutôt qui émettent moins de CO2, des transports en commun. Et donc, le manque de mobilité active a un impact sur la sédentarité, évidemment, en termes de santé individuelle. Et puis aussi, entre autres, parmi plusieurs conséquences, le fait qu'il y ait peu de mobilité active de développer, ça a aussi des impacts de pollution. Parce que finalement, un vélo ou une marche qui est fait plutôt en voiture, bah, ça va être des émissions de particules fines ou de CO2 en plus dans l'atmosphère. Et puis d'ailleurs, ces mobilités douces et actives sont des mobilités à moindre coût par rapport au transport individuel en voiture. Et bah, ce sont autant de solutions de transport à bas coût qui manquent si ces mobilités sont peu développées. Alors, il y a 4 freins identifiés aux mobilités douces et actives dans les quartiers prioritaires. Un frein financier, l'achat de véhicules, enfin de vélos en l'occurrence, l'entretien, la réparation, l'abonnement, transport en commun, mais aussi, ça avait été dit dans les questions-réponses, la question de la sécurisation des vélos, ça se pose aussi pour les 2 roues, le fait qu'il n'y ait pas de qu'il n'y a pas de garage, que les CAF sont soit inexistantes, soit non sécurisées, et ben, tout de suite, ça complique l'acquisition d'un vélo ou d'un 2 roues si on ne peut pas finalement le carrer facilement et en sécurité. Le deuxième frein, c'est un frein psychologique, le fait de se repérer dans la ville, le fait de se repérer sur un plan du réseau des transports communs, un frein culturel, et puis là, on touche plus aux représentations sociales. J'ai appris dans ces entretiens finalement que les transports en commun étaient parfois dévalorisés socialement, et donc il y avait une réticence à utiliser les transports en commun du fait de cette représentation. C'est aussi un peu pareil pour les vélos. Et donc, il y a un enjeu de démocratiser, de changer les représentations de ces moyens de transport autres que la voiture. Et puis, un frein géographique. Certains quartiers sont cerclés par des grands axes routiers qui les coupent littéralement du reste de la ville. Ça complique du coup le fait de se déplacer dans le reste de l'agglomération. Et puis, sur un point de vue plus de relief, beaucoup de quartiers sont en périphérie, à l'exception de certains. La grande majorité sont en périphérie, et parmi ces quartiers en périphérie, beaucoup sont en hauteur. Il y a les Hauts-de-Rouen, là pour le coup c'est dans le nom, mais il y a le quartier de Hauteville à Lisieux, Cantoux-les-Marronniers à Honfleur, les Provinces à Cherbourg. Voilà, ils sont très très nombreux ces quartiers en hauteur, et ça complique aussi les allées et venues en marche, en vélo, quand le relief
complique finalement ces transports. Et puis, certaines collectivités nous sont aussi partagé leur inquiétude sur les ZFE-M, donc les zones à faible émission mobilité, qui sont en train de se mettre en place. Si l'objectif est noble de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de particules fines dues à la mobilité, d'autant que les transports sont l'un des principaux secteurs d'émissions d'émissions de CO2 dans les villes. Si le but est noble, ça pose des questions en termes d'équité sociale et de droit à la ville, puisque ces ZFE-M mettent en place progressivement des systèmes de critères et de vignettes pour les véhicules les plus polluants. Et puis, les véhicules les plus polluants, ce sont en général ceux qui appartiennent au public les plus précaires. Bonne journée, Monsieur Turina, qui nous quitte. Donc voilà, ça pose vraiment des questions en termes d'équité sociale. Et là, pour le coup, pour l'instant, il y a assez peu de réponses à apporter, puisque certaines collectivités mettent en place des systèmes de location de voitures électriques ou pas du tout polluantes, mais ils ne sont pas encore suffisamment accessibles, en tout cas pour les personnes qui ont moins de ressources. Et donc, comme type d'action, il y a des ateliers de réparation, comme ce qui est fait sur le coin avec Félisol, ce qui est fait aussi ailleurs. Là, on a une photo sur le centre social Tonfleur. Des aides à l'acquisition et à la location de vélos, des aides au saponnement, transport en commun. Il y a aussi des démarches de transport gratuit qui sont en train de se mettre en place, notamment à Bernay. Il y a également, donc là, c'est plus le côté financier, sur le côté plus se repérer en ville, il y a des vélo-écoles qui se mettent en place, des voyages en vélo organisés. C'est le cas à Parentin avec la structure ADO qui organise des voyages avec des adolescents. Et puis la mise en place de transports solitaires comme à Dieppe ou de bus à très haut niveau de service. C'est le cas de Val-de-Reuil qui vise un peu à faciliter l'usage de ces transports en commun, les bus à très haut niveau de service. Pour être très succinct, ce sont des bus qui circulent sur un site dédié, donc ce qui facilite la fluidité de ce bus et qui fonctionne donc pas par horaire fixe, mais par cadence. Qui peut faciliter son accessibilité. J'avance, et puis j'ai encore 2 diapos de conclusion, et puis après je vous laisse la parole si vous avez des questions, des remarques ou des témoignages. En conclusion, si les transitions sont un terme qui ne fait pas consensus, il y a quand même un consensus pour passer à l'action. Ce qui nous a été remonté, c'est un besoin de ressources sur le croissement de ces 2 enjeux. Ce qui est aussi, ce nous a aussi été dit, c'est la difficulté à obtenir des données statistiques à l'échelle des quartiers prioritaires sur les questions de développement durable. Autant il y a des données à l'échelle de la commune, à l'échelle de l'interco, autant c'est compliqué de descendre à une échelle plus fine. Et puis, au niveau du croissement politique de la ville et développement durable, la politique de la ville, pour attaquer plus fermement cette question de la transition écologique, ne part pas de rien. La transition des quartiers appellera à une plus forte mobilisation des habitants, et la politique de la ville a déjà engagé un travail en la matière depuis 2015. Et donc, ils pourront s'appuyer sur des expérimentations, sur des travaux qui sont déjà mis en place dans les quartiers prioritaires pour, du coup, apporter aussi une plus forte mobilisation des habitants au projet de développement durable, et c'est déjà le cas sur certains territoires. Et puis, autre atout, la politique de la ville, c'est beaucoup de coordination, beaucoup de partenariats, ce qui va être nécessaire dans ces projets de développement durable. Et puis, il y a une certaine continuité, puisque aussi bien dans le développement durable que dans la politique de la ville, il y a quand même ce même objectif de justice sociale à atteindre. Et donc, en ce sens, la question de la transition écologique dans les quartiers prioritaires sont une vraie continuité, finalement, de la politique de la ville. Donc, voilà, et puis juste dernière diapo, et après je vous laisse la parole. À suivre, il y a des suites aussi à ce webinaire. Donc,
pour rappel, si vous n'avez pas été là au début, un prochain webinaire aura lieu sur les actions et les ressources le 26 septembre de 10h à midi. Il y aura une capitalisation de ces webinaires qui va reprendre un peu, qui va être enrichi aussi par les échanges qui ont lieu, qui vont avoir lieu. Et puis, pour votre information, on est plusieurs centres de ressources politiques publiques, dont celui de Normandie, qui travaillent à un kit d'outils sur les transitions écologiques et quartiers prioritaires de différents types, de diagnostic, de mobilisation des partenaires, des habitants. Et donc, on espère, on y travaille en tout cas dur pour que ce soit livré au début du second semestre. Voilà. Donc voilà, je suis conscient que peut-être passer peut-être un peu vite, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des remarques, c'est le moment. C'est le moment. Je vois pas. On n'a pas la main. Ah, en tout cas, on vous entend en tout cas. Ah, et on vous voit maintenant. Oui, c'est M. Renard. Là. Non, mais moi, je ne me vois pas à l'écran, mais ce n'est pas grave. Mais par rapport à ce que vous avez dit, Monsieur Delahaye, à un moment, vous dites la plus-value, je résume ça comme ça, apportée par les NPNRU. Non, mais alors, je suis effectivement, je pense exactement la même chose, mais ce que j'aurais bien aimé, alors, à contrario, c'est que la prochaine fois, on cherchait des thèmes, là, enfin, vous cherchiez des thèmes. Éventuellement, moi, j'aimerais bien pouvoir détecter comment on peut réussir à avoir des éléments sur le fait qu'à l'inverse, quand on n'a pas effectué un programme de rénovation urbaine, ce qu'il nous en coûterait de plus maintenant. Parce qu'on avait eu 5 ou 6 pages à un moment dans le Monde, un point de vue de M. Castro, bien connu dans les milieux d'architectes et en particulier en matière de rénovation urbaine, et qui nous avait prouvé, alors il y a déjà un certain temps de ça, mais il nous avait prouvé par A plus B que lorsqu'on ne faisait pas les programmes de rénovation urbaine, surtout tels qu'il avait été conçu, parce que c'est les plus grands urbanistes de France qui se penchaient sur ces programmes de rénovation urbaine, il nous en coûterait beaucoup plus à l'avenir. Notamment dans ces programmes, il avait parfois été estimé qu'il y avait des déconstructions à faire et que malheureusement, nous n'avons jamais faites. Donc, il ne faut pas s'étonner maintenant si ça nous… Alors, il y a un certain nombre de cas comme ça en Normandie. Je ne sais pas si on pourrait retrouver les éléments probants et pratiques pour montrer qu'on a eu tort. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Voilà, si vous pouvez… je ne sais pas si c'est un thème qui vous semble intéressant, mais… on n'a pas beaucoup de données, à part les données de ressenti qu'on peut avoir ici ou là, en habitant soi-même dans un quartier pour partie quartier prioritaire de la ville. Excusez-moi, pour être bien sûr de bien cerner votre question porte sur finalement ce que les quartiers qui ne sont pas en NPNRU ont… Non, ce sont des quartiers qui ont été en programme de rénovation urbaine, mais dont le programme initial de rénovation urbaine a été très, très peu exécuté. D'accord. Donc, en termes de vision, enfin, un peu évaluer ce qui a été finalement, entre guillemets, ce qui aurait pu être mieux fait dans les premiers PNRU. Il y a-t-il y avoir des évaluations qui ont été faites, je pense, au niveau de l'ANRU, de cette première vague de PNRU, mais de fait, c'est vrai que ça a été, c'est un enjeu vraiment majeur pour le coup, qu'il y a vraiment cette… Non, mais si vous voulez, je pourrais, excusez-moi, un exemple concret, je connais quand même assez bien le quartier nord de Caen, dans lequel j'habite depuis très longtemps, le quartier du Calvaire-Saint-Pierre, et c'est exactement topique en la matière. C'est-à-dire qu'on va pratiquement dans les 5 ans à venir exécuter, entre guillemets, une partie du programme de rénovation urbaine dont on avait discuté au début des années 2000. Alors, on s'aperçoit que
il n'est jamais trop tard pour bien faire. Donc, ce qui va être fait va vraisemblablement et en tout état de cause être bien fait. Mais c'est dommage d'avoir perdu si longtemps de temps, au risque d'ailleurs de perdre des activités définitivement, parce qu'on en a encore pour 4 ou 5 ans, parce que ça puisse se mettre concrètement en œuvre. Vous voyez, alors donc, il faut donner conscience, peut-être pas à nous, parce qu'on en a conscience, mais au moins, parfois, à des décideurs politiques qu'il faut arrêter de tergiverser par moment. Donc, c'est un constat partagé par beaucoup sur le temps qui a pu mettre les PNRU, puis l'ambition parfois un peu déçue de Oui, ce voilà. premier programme. Merci pour cette intervention. Stéphanie, je vais vous lever la main. Est-ce que tu lèves la main? Oui, déjà, merci pour l'organisation de ce webinaire et puis la présentation. Je rejoins la partie aussi sur les dépôts sauvages, enfin voilà, l'augmentation de l'achat en ligne notamment, qui amène les gens à déposer les cartons ou alors les remplacements de frigo et autres meubles sur le bord de la route. Nous, à Dieppe, c'est quelque chose qui nous a… on s'est posé beaucoup de questions. Enfin, déjà, pourquoi est-ce qu'ils sont mis sur le bord de la route? Est-ce que c'est une question de dépôt sauvage ou alors est-ce que c'est une question de ça pourrait potentiellement resservir à quelqu'un? Et donc, dans ce cadre-là, effectivement, on travaille avec des recycleries, notamment la Croix-Rouge et des chantiers d'insertion qui s'installent sur le territoire pour les vêtements. Voilà. Après, c'est des choses où on n'a pas encore trop d'analyse de retour, mais voilà, en tout cas, le principe, c'est effectivement de se mettre à la place de la personne plutôt que d'évaluer un usage que nous, on trouverait un peu dysfonctionnel. Après, moi, la question que je me pose fondamentalement, c'est la question de… concrètement, dans la tête des gens, dans les quartiers, quand on parle d'écologie ou quand on parle de développement durable, c'est des choses qui sont très peu palpables par les gens et on a l'impression de prime abord comme ça que ça ne les touche pas. Sauf que quand on travaille de façon très concrète, là, on voit que non seulement il y a un intérêt, mais aussi il y a une envie d'agir. Plusieurs exemples en tête. À la suite du confinement, les gens nous ont dit on a besoin d'air, aidez-nous. Et donc, on a commencé à organiser des séjours de répit pas très loin de Dieppe, hein, parce que, voilà, on est d'accord, 2020-2021, les déplacements n'étaient pas encore très, très évidents. Donc, on a organisé des petits séjours, notamment sur des départs à pied, en train ou à vélo, dans des tiers-lieux ou dans des espaces, en tout cas, très… avec beaucoup de nature, et ça a vraiment très, très bien fonctionné. Et on a même mis en place, en plein cœur d'un quartier, ce qu'on peut appeler une jungle urbaine, qui s'est très vite transformée en hôpital ou en garderie de plantes d'appartements pour les habitants qui partaient en vacances. Donc, voilà, comme quoi moi, j'adore être dépassée par les projets qui sont mis en place parce que ça veut dire que les gens se les approprient et que voilà, c'est pas forcément qu'on n'a plus besoin d'être là, mais en tout cas, il y avait une utilité à la base. Après, on a accueilli, et ça c'est tout récent, c'était il y a 2-3 semaines, on va dire un mois maximum, on a accueilli un chef papou à Dieppe qui est venu faire une cérémonie de la coiffe et qui a coupé les cheveux de notre directeur de prévention spécialisée de Dieppe. Enfin, il y avait une coiffe comme ça. Et donc, en fait, il y a eu toute une cérémonie où il lui a coupé les cheveux pendant 2 heures. Et après, donc, il y a eu un matraquage de la prévention spécialisée pour inviter les gens à venir à la cérémonie de la coiffe, venir à la présentation du film du chef papou pour sauver la forêt. Alors là, j'ai un trou de mémoire, mais ce n'est pas la forêt amazonienne, mais en Nouvelle-Calédonie ou quelque chose comme ça. Enfin, voilà. Et là, ça a tellement fonctionné qu'on s'est retrouvé dans une salle de spectacle Dieppe Scène Nationale, donc voilà, une scène nationale conventionnée, à plus de 300 personnes qui venaient des quartiers prioritaires et qui, à la fin du film, ont dit « mais qu'est-ce qu'on peut faire ?» Enfin, voilà. Et c'est vraiment des questions qui m'alimentent, c'est-à-dire comment on fait pour rendre concret dans la tête des gens à qui on a toujours dit pendant des dizaines d'années, l'espace public, vous en occupez pas, c'est notre problème. Enfin, voilà.
ou la gestion du bailleur, ou la gestion de la commune, etc., etc. Et là, aujourd'hui, et on le voit bien avec les NPNRU mis en place, on veut que les gens se réapproprient les espaces publics, par le biais notamment de la mobilisation citoyenne. Mais enfin, voilà, faut faire évoluer les mentalités. Et puis ça, on ne peut pas le faire en claquant des doigts parce que l'État a dit que l'enjeu de la transition écologique était dans la future contractualisation. Pardon. Voilà. Désolée. Bah, soyez pas désolé. Non, c'est un travail au long cours. Hein. Très clairement, ça ne se fait pas, comme vous dites, on a un claquement de doigts. Et ça concerne tout le monde. Est-ce qu'il y avait d'autres... En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces différentes... toutes ces choses qui se passent sur TIEP. J'aime beaucoup le principe de cérémonie aquaf, de carterie de plantes pour les vacances. Est-ce qu'il y a d'autres témoignages de ce qui est mené sur les quartiers ou des réactions aussi à cette synthèse? Il n'y en a pas, je crois qu'on a déjà beaucoup sont partis. En effet, c'est vrai qu'on a dépassé le temps qui était prévu. En tout cas, merci. S'il n'y a pas d'autres questions, merci beaucoup à vous d'avoir participé, d'être présent à ce webinaire. N'oubliez pas, voilà, le dossier webinaire de communication sera envoyé en fin de semaine sur le deuxième temps, qui sera plus dédié finalement à la présentation en détail d'actions et puis de ressources. N'hésitez pas par mail à nous dire s'il y a des choses qui vous paraissent intéressantes à présenter. On va le construire petit à petit cet été et en septembre. Et puis voilà, on reste en contact si jamais il y a des questions, des choses à remonter sur la transition écologique et les quartiers. Merci beaucoup. Merci. Et puis on vous souhaite une bonne fin de journée. Merci, au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.